Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 26 février, un truc comme ça. Il fait vraiment très moche, très moche. Mais mars arrive bientôt et je me projette sur ma lecture de printemps et c'est très agréable, ça me fait du bien au moral. Je me projette sur des jours meilleurs parce que, bon non, bah, ça va très bien, moi il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas de problème dans ma vie personnelle. Mais j'avoue que j'ai besoin de lumière. Et donc, dans mes lectures, j'essaie d'avoir un peu de lumière et pour le moment, depuis le début de l'année, on peut dire que je fais des belles lectures et c'est trop cool. Voilà. Je viens de terminer un 7 jours 7 livres qui s'est fait plutôt à 9 romans, 5 graphiques. Voilà, donc plutôt de belles lectures. J'étais toute seule, donc ça a bien rythmé mon temps un peu solitaire. J'ai écouté beaucoup de livres audio, j'ai écouté 2 livres audio dans cette sélection. Je vous invite, je vous mets le petit ici si vous ne l'avez pas vu, à voir mon challenge en vidéo. Et sinon, je vais juste ouvrir cette vidéo en vous disant ce que je suis en train de lire. J'ai rien fini depuis, mais je me suis dit que c'était pas mal d'ouvrir avec la lumière du jour, donc je vais vous montrer. Je suis en train de lire 4 choses et j'en ai un 5e qui est un roman audio. J'ai tout juste commencé, mais là en faisant ma vaisselle tout à l'heure, très intéressant. À la trace de Deon Meyer, qui est un roman conseillé par mon beau-père, qui est un polar très noir, je pense, qui est une grosse brique et j'ai vu qu'il était disponible en audio. Je me suis dit, ça sera vachement bien en audio, comme ça je verrai pas. Et en plus, les polars, généralement, moi, ça marche bien en audio. Donc voilà. Sinon, je vais pouvoir, je pense, rajouter un autre roman, parce que vous savez, j'aime bien avoir 3 romans en cours. Le seul truc, c'est que, pour le moment, je voudrais terminer sur février la saga des Casalets. Et j'ai lu que 200 pages sur 500 et quelques, 550, donc je vais le mettre en priorité et tant que je ne l'ai pas un peu dégommé, j'aimerais bien le finir sur février, ce serait cool. Je suis pas sûre d'y arriver, mais on va essayer, surtout que demain j'ai 4 heures de train, donc je pense qu'il peut avancer. Il peut avancer demain, je pense que je vais emmener que celui-là. Et voilà, donc j'essaie de terminer, ça me plaît bien, mais je suis contente que ça se termine en fait, parce que elle fait un peu traîner. Là on est 10 années après la guerre, on est vers les années 50, ouais, là on est presque à 57. En fait, sans vous spoiler plus que ça, la Duche vient de décéder, donc la Duche c'est vraiment la matriarche, vient de décéder, donc ça commence avec son décès, et les répercussions qu'il y a dans la famille ensuite, et on suit autant les personnages qu'on a beaucoup aimés, qu'on a vu grandir sur les précédents tomes, et puis on voit aussi leurs enfants, et la partie avec leurs enfants, je trouve que c'est un peu redite avec le premier tome, mais je pense que c'est ce qu'elle essaie de faire, une sorte de boucle sur les différentes générations, et voilà, donc j'ai bien envie de le terminer pour passer à autre chose, surtout que le 1er mars on commence les Piliers de la Terre, donc franchement ça serait bien que j'ai terminé celui-là. Les Piliers de la Terre il fait 1050 pages. D'ailleurs c'est notre lecture commune, je pense que cette vidéo elle sera déjà sortie quand on l'aura commencé, mais c'est une LC qui a lieu sur le Discord est accessible en lien dans la barre d'infos en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre, il est ouvert à tout le monde et on aime bien y discuter, vous n'êtes pas obligé de papoter, hein, vous pouvez juste aller fouiner et voir les conseils des uns et des autres, mais voilà, en tout cas vous serez la bienvenue, comme ça qu'on dit la bienvenue. Et voilà, sur mon 7 jours 7 livres, le dernier que j'ai pioché c'est celui-ci, mais j'ai pas réussi à le terminer, j'en suis à peu près à la moitié. Et c'est Eden de Audur Ava Ólafsdóttir qui est islandaise, et on est ici aux éditions Zulma, et ça me plaît bien pour le moment. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est linguiste, qui est enseignante et qui fait des relectures de textes aussi également pour des maisons d'édition. Et en fait, cette jeune femme qui est célibataire, on le mentionne donc je vous le dis, mais je sais pas trop s'il va y avoir une rencontre ou non, pour le moment non. Elle décide, donc elle habite à Reykjavik, près de son père, tout ça, de sa famille, et en fait elle décide d'aller vivre à la campagne assez loin, dans un endroit qui est quand même soumis à rude épreuve par le vent, la neige, et en fait elle décide d'aller là-bas et de planter des arbres.
Et donc elle est un peu, on la voit en fait dans ses allers-retours au début entre Reykjavik et cet endroit-là, à se poser des questions, ce qu'elle va faire. Elle a vraiment envie de planter un jardin, d'où le terme Éden, je pense. Et elle se pose des questions. Autant il y a des rebonds entre la linguistique et la nature, le jardinage, tout ça. Et c'est très intéressant. Elle analyse beaucoup la langue islandaise et je trouve ça assez passionnant. Donc moi je suis contente de retrouver sa plume. Je sais pas trop où elle nous emmène, mais pour le moment je me laisse guider. J'ai commencé parce que c'était mon 10e livre. En fait, quand je pioche, j'ai décidé maintenant... Alors, je vous ai pas montré la dernière fois, c'était pendant le 7 jours 7 livres, donc c'était pas forcément à propos. Mais quand je pioche et que je tombe sur un roman qui est trop long, j'ai le droit de repiocher. Et là, il y a quand même le Trône de Fer qui est sorti. Et là, non, vraiment, c'est pas le moment. Donc, j'ai repioché et je suis tombée sur ce recueil de nouvelles. Donc, c'était parfait parce que j'avais terminé mon recueil de poésie. Et donc, ça, c'est ma lecture du soir. J'en lis une par soir. J'ai lu les 2 premières. Donc, Anna Gavalda, qui est cette autrice française. Alors là, c'est un vieux roman hein, parce qu'on parle encore des francs. On est chez la dilettante. Et je suis contente de retourner dans son écriture. Les nouvelles sont sympathiques, pour le moment pas extraordinaires. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Et je suis en train de lire le second volume de L'école emportée de Kazuo Umezo. Et on est chez Glénat. C'est vachement bien. C'est un peu angoissant. Cette école emportée. C'est de l'horreur, c'est un maître précurseur de l'horreur dans le manga. Hein. Je sais pas si c'est précurseur, mais en tout cas, je pense qu'on est dans les années 90, 80-90. Et en tout cas, il est précurseur de Junji Ito et d'autres maîtres de l'horreur actuels. Donc voilà, c'est trop bien. Voilà ce que je suis en train de lire. On parlera de ça et certainement d'autres choses. Vous allez rester avec moi pendant une dizaine de jours, je pense, à peu près. Et voilà, donc je me souhaite de très belles lectures et j'espère que cette vidéo vous plaira. On se dit à très vite pour la suite de ces aventures livresques. Hello, hello sur la chaîne lecture parce que on est le 1er mars et voilà, je vais pas faire le bilan maintenant, mais dans ce vlog, je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures. On a 3 graphiques et un essai que j'ai adoré. Donc concernant les graphiques, L'école emportée, le volume 2 que j'ai acheté en occasion chez Gibert. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Qu'en est-il de ce second? Alors, j'ai coché une page. Je regardais juste si, voilà, s'il fallait... Il y a 2 passages qui m'ont extrêmement choquée. Bon, on reste... Concernant l'histoire, le stress de comprendre comment ça va se passer, donc pour rappel, c'est une école qui disparaît d'un moment à un autre. Il y a un gros boom comme une sorte d'attaque nucléaire et l'instant d'après, il n'y a plus l'école. Tout le reste autour du village est là, mais tous les parents ne retrouvent plus leurs enfants qui étaient dans l'école. Les profs ont disparu, la structure, tout. Elle a été emportée ailleurs.
Je ne vais pas forcément vous dire où, elle a été emportée ailleurs. En ce qui concerne ce qui est fait de cette histoire, donc en fait, on a des adultes, on a des enfants. Les enfants sont extrêmement... ils ont peur. Ils vont, en termes d'âge, ils vont jusqu'au CM2. Mais il y a des tout petits qui sont en CP qui sont vraiment terrorisés. Ensuite, en particulier, un personnage, c'est lui. Comment s'appelle-t-il déjà? Shaw. Bah, c'est pas compliqué, hein, il s'appelle Shaw. Shaw, bah ça c'est ses parents. Sa mère qui est extrêmement inquiète parce qu'on a des allers-retours. Voilà, donc Shaw, lui, il est là, on sait pas trop où il est. Hein. Et Shaw, il est très droit, c'est un personnage très droit, très humble, respectueux des autres, qui comprend qu'il doit aider les plus petits et qui doit faire en sorte que ça se passe bien. Il y a des... Ben voilà, il va falloir faire une gestion de petite société dans une école. Ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique, entre guillemets, c'est comment les enfants vont interpréter les codes de la société pour que ça fonctionne dans une école ailleurs. Les adultes, je vous en parle pas, je veux pas vous spoiler, mais ça se passe pas bien pour eux. Tout ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup aimé, autant que le premier. En revanche, est-ce que je vais continuer? Comment vous expliquer? C'est un récit extrêmement misogyne. Là, il y a un moment dans ce deuxième tome où les enfants vont devoir construire cette société. Et il y a un gars qui est genre la tête de l'école. Je vais vous lire le passage. Il explique qu'ils vont devoir faire une sorte de gouvernement, les ministres, tout ça. Mais est-ce que les femmes peuvent être élues? En fait, dans l'histoire, il y a une petite fille, genre de CM2, et un petit garçon de CM2, Shaw, qui vont se battre pour l'élection. Et la tête de l'école va du côté de Shaw, et il explique que la femme n'a pas... que déjà c'est une fille, donc confier ce rôle à une femme ne serait pas correct. La femme représente un socle fondamental, elle donne la vie et élève les enfants, elle a donc un champ de vision plus réduit dès qu'il s'agit d'évaluer les problèmes extérieurs, sans compter qu'en théorie les femmes sont plus sujettes aux sautes d'humeur. Alors il faut craindre qu'elles échouent à prendre des décisions d'intérêt général. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, quoi ? Non, parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est un enfoiré, lui. Mais non, en fait, c'est l'intellectuel qui est écouté par les autres. Et ensuite, bref, il y a un petit comité qui se met en place d'enfants, de garçons. Et quel rôle a la petite fille? Parce qu'il y a une petite fille qui est quand même mignonne et qui est sympa et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est que moi. On m'a dit que vous étiez là, je vous amène vos repas. Comment vous dire? Ces deux passages m'ont fait lever les yeux et je me suis dit mais c'est pas possible, c'était tellement bien, pourquoi? C'est quoi ça? Écoutez, c'est compliqué parce que j'ai très envie de continuer, de savoir ce qui va se passer, mais en même temps je peux pas cautionner quoi, donc alors j'aurais mis 18 sur 20 sur Libre Addict, mais là j'ai mis 16 parce que c'est juste pas possible quoi. J'aurais même dû descendre, mais voilà. Donc, cet enfoiré de Kazuo Umezo, là, Umeds, effectivement, c'est vachement bien ce qu'il fait comme monde et tout, c'est rigolo. Mais non, mais monsieur, les femmes, les jeunes filles, tout ça, n'ont pas du tout... ne servent pas à ce que vous dites, là. Donc, je sais pas s'il est décédé. Bon, après, on est dans les années 90. Il y a quand même... on se tape quand même ce discours... patriarcale depuis très longtemps. Bon là, c'est un discours ancien, donc on va dire que je n'excuse pas, hein, mais c'est le reflet d'une société à cette époque. Ça me fait dresser les poils, mais je l'achèterai. Alors, je ne vais pas les acheter neufs. Si je les trouve en occasion, je continue. Mais je vous assure que vraiment, ça a fait tomber l'estime du manga que je trouvais mais si bien. si bien. Bah non, c'est nul, il faut pas faire ça. Bref.
Mon fils m'a appris ce manga à la bibliothèque, sur mes conseils, hein, parce que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça a l'air bien, je crois que j'en ai entendu parler, c'est pas mal. Et donc, il l'a lu. On a pris les deux. Il y a 2 tomes qui sont sortis, et les bibliothèques, ils ont les 2. Donc, on a pris les 2. C'est un manga de Yuri Sonoda, si je dis pas de bêtises. C'est édité chez Doki Doki. Alors, c'est un manga... donc moi je me suis dit, voilà, chat des rues, ça va être mignon, quoi. Ils ont des bonnes têtes. Lui, il a pas l'air très sympathique, mais il est mignon. Et Lucien l'a lu un soir, et puis il a fini de le lire, il est monté dans ma chambre, ce qu'il fait rarement après avoir lu un livre, et il est arrivé en pleurs. Il me dit, mais maman, le livre que tu m'as fait lire, c'est pas possible. Il allait me le chercher, il me dit, faut que tu le lises, faut que tu le lises. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, parce que la vieille dame, là, à la fin, il se passe quelque chose avec une vieille dame, là. Et il a pleuré, en fait, parce que la vieille dame, elle s'en va. Et elle s'occupe plus des chats. Et donc, je lui ai dit, ne reste pas sur une impression comme celle-ci. Lis la suite, je suis sûre que ça va être beaucoup plus positif, parce que c'est quand même un manga pour les enfants. Hein. Moi, c'était dans la catégorie jeunesse. Mais, bon, alors le second est plus positif, mais le premier, si vos enfants sont sensibles, comme le mien, peut-être qu'il ne faut pas les faire lire, parce que, voilà. Après, Lucien, il a tendance à pas tout lire, parce que moi, du coup, je l'ai lu, j'en ai reparlé avec lui, parce qu'il ne faut pas laisser des choses comme ça. Je l'ai lu, justement, il est passé devant les autres, parce que je voulais savoir. C'est assez triste parce qu'on va suivre ce chat-là, là, qui s'appelle Maruru, qui au départ est un chat domestique, mais en fait il se perd. Il part de chez lui, suivre un oiseau, et puis il retrouve plus sa maison. Et donc il devient un chat errant, il va rencontrer celui-ci, qui au premier abord est pas très sympathique, mais il va lui sauver la vie. Et donc du coup il va devenir ami avec lui, ils vont s'entraider dans des moments difficiles. Il y a une vieille dame effectivement qui s'occupe des chats des rues dans une résidence. Alors on lui dit qu'il ne faut pas qu'elle le fasse, mais comme en fait elle a la maladie d'Alzheimer, elle ne se souvient plus qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, donc elle revient. Parfois elle oublie d'y aller, mais parfois elle vient 3 fois par jour, donc elle perd un peu la boule. Et effectivement à la fin du manga, elle s'en va, donc c'est assez triste. Moi ça m'a pas touché, moi. Mais voilà, vous voyez que pour certains enfants, ça touche. Alors j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas le meilleur. Bon, moi, je préfère vraiment dans le genre Chi reste imbattable pour moi dans le genre. Mais c'est plus dur, quoi. Les conditions de vie sont difficiles. C'est l'hiver. Ils n'ont pas forcément à manger. Il y a des chats qui ont des... Il y a d'autres chats que ceux-là. Il y en a qui sont vraiment très malades, où ils expliquent comment les chatons meurent souvent. Il y a un petit chaton, à un moment, il est trop chou. Ils vont essayer de le sauver. Voilà, donc c'est quand même des sujets un peu difficiles, quoi. Donc allez-y doucement si vous faites lire à vos enfants, comme je le disais à Marlène. Et puis j'ai lu Requiem blanc de Rochette et Legrand, édité chez Casterman. Et ça, je pensais que ça allait me plaire. On est sur... Alors, c'est catégorisé SF. C'est catégorisé SF, mais en fait, c'est SF. On est dans un futur... en fait, on est, je crois, en 2024. Et ça a été écrit dans les années 80. On est sur une bande dessinée d'auteur du genre science-fiction policier. On suit un personnage qui est lui, là. Lui. Qui est, je sais pas, je dirais il est enquêteur ou journaliste, quelque chose comme ça. Et il met souvent son nez dans des problèmes politiques dans lesquels il n'est pas convié. Là, on sait pas, moi j'ai pas compris pour qui il travaillait. J'ai pas compris quelle était... J'ai rien compris en fait à la BD, je vais vous dire. J'ai pas compris vraiment ce qui se passait. D'un point de vue politique, il y a des magouilles en fait, et il y a des attentats, des choses comme ça. Mais j'ai pas compris qui voulait sauver qui. Ça se passe c'est segmenté en journée, ça se passe sur une semaine. Il y est écrit octobre 2024, entre le parti de la légitimité blanche et l'organisation terroriste de l'Hydre, une menace imprécise pèse sur le monde. Le journaliste Malcolm Lynn, mandaté par les États-Unis d'Afrique, enquête dans le Zurich dépeuplé d'un 21e siècle aseptisé. J'arrive même pas à lire le résumé. Bref, une menace imprécise pèse sur le monde. Oui. Et ben alors c'est pas facile à lire, je veux dire, parce qu'on comprend rien. Alors j'ai pas du tout apprécié, et pourtant,
Je voudrais quand même vous montrer, il y a des dessins en en-tête là. Regardez-moi un peu ces peintures, je ne sais pas comment c'est fait, fusain, aquarelle, plusieurs trucs, c'est superbe. Il y a des dessins superbes, c'est Rochette hein, qui dessine. C'est juste trop fort quoi. Mais le grand, il est parti dans un délire politique, art, science-fiction, complètement inintéressant selon moi. Alors j'ai dû passer complètement à côté, mais j'ai pas du tout aimé. Le côté échiquier, ben, on comprend bien qu'il y a des personnages qui changent de place et tout. Non. Vraiment déçu. Ça fait longtemps qu'on l'avait dans la bibliothèque. Je pense qu'on va s'en séparer. Je vais juste demander à mon homme, mais enfin c'est pas la peine qu'on garde si c'est vraiment pas le meilleur de Rochette. Hein. J'en ai lu d'autres qui sont bien meilleurs. Et pour terminer, les grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, édité aux éditions L'Iconoclaste. Alors cet essai féministe est pour moi vraiment a été parfait, c'est-à-dire qu'il a été totalement accessible. Il m'a appris énormément de choses sur la place des femmes dans l'histoire. Donc en fait, elle part de la préhistoire jusqu'à nos jours et elle explique comment les femmes ont été en fait évincées de l'histoire qui nous est racontée aujourd'hui à l'école, tout ça, alors qu'elles ont à chaque fois eu leur place et elles se sont battues pour leurs droits et elles nomment ces personnes, elles nomment les actions des hommes dans cette société patriarcale qui en plus ne sont pas forcément représentatifs d'un début de l'évolution parce qu'à la préhistoire, les femmes n'avaient pas du tout le même statut que nous actuellement ou nous il y a 100 ans. C'est une situation qui s'est dégradée pour les femmes très fortement et elle va expliquer de façon chronologique comment cette situation de la femme dans le monde s'est dégradée et comment on a été évincé petit à petit et ce qu'il faudrait faire pour pouvoir à nouveau remettre les femmes au centre de l'histoire. J'ai surligné une partie parce que à la fin de sa conclusion, il n'y a pas de spoil hein, parce que c'est un essai, mais elle dit les choses très bien. Je vais juste, pour que vous résumiez, que vous compreniez un petit peu ce qu'elle a voulu faire dans ce récit. Les femmes ont fait l'histoire, elles ont régné, elles ont gouverné, combattu, elles ont milité, écrit, crié parfois. Elles n'ont jamais été les spectatrices d'un monde que les hommes dirigeaient. Ça, c'est une fable historique. Même quand elles ont été exclues des sphères de pouvoir, elles ont continué à résister. C'est aussi cela notre histoire commune. Et je trouve ça très pertinent. Et elle dit « Ce livre est une tentative de lutter contre l'oublioir dans lequel les femmes sont rejetées depuis des siècles. Ne nous laissons pas oublier. » Et en fait, c'est vraiment un texte qui a ce but-là et qui y arrive très très bien. L'oublioir, c'est une citation d'Aimé Césaire qui explique que, en fait, elle parlait... L'oublioir, en fait, c'était écrit pour parler des petits bourgeois qui... les petits bourgeois qui avaient la faculté d'oublier le passé prestigieux des colonisés. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle utilise l'oublioir. Et voilà, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai surligné beaucoup de choses. Je suis allée faire des recherches sur internet pour lire d'autres choses, des portraits de femmes justement qu'elle a cités. J'ai trouvé ça extrêmement riche. J'ai appris énormément de choses, c'était passionnant. Voilà, je le redis. Merci Titiou Lecoq de mettre tout ça très abordable, de nous donner à connaître. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec mes garçons. C'est un sujet en ce moment intense à la maison que... Voilà, le patriarcat et le féminisme, donc on en parle, hein, sans forcément être trop violent dans nos propos. On essaie d'expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais relire. C'est quelque chose que je vais garder précieusement et qui fait partie des essais que j'ai préférés. Voilà, donc je vous le conseille. Alors on est le 1er mars. Je n'ai pas fini la saga des Casalets, il me reste moins de 100 pages à peu près, et donc je vais le terminer certainement ce week-end. J'ai commencé à ma pause déjeuner, j'ai lu 10 pages, j'ai juste lu le prologue des Piliers de la Terre de Ken Follett, qu'on va lire sur plusieurs jours.
Donc là, je vais lire ma première partie tout à l'heure. Et le prologue était assez extraordinaire. Parce que c'est une scène de pendaison avec un homme particulier. La façon, en quelques pages, il situe le lieu, il nous fait comprendre qui sont ces personnages et que potentiellement cette scène va avoir un effet important sur la suite. Ça me plaît beaucoup, je pense que ça va me plaire. Et voilà, donc après il me reste aussi Eden que j'ai mis en stand-by, voilà. Et en audio, j'ai toujours, comment ça s'appelle? La réécriture de La Belle et la Bête, là. Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, que je vais certainement écouter un peu ce week-end. Et qui me plaît bien pour le moment, donc c'est cool. Et je vais reprendre aussi cet essai-là. J'en étais, je sais pas, j'ai lu un cinquième de l'essai, donc c'est celui que je vais lire ce mois-ci. J'ai envie de lire plus d'essais, je lui en ai mis d'ailleurs dans ma wishlist parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin dans les essais. Donc si vous en avez un à me conseiller sur différents sujets sociétaux, quoi, c'est vraiment les sujets sociologiques qui me plaisent, n'hésitez pas en commentaire à me donner des pistes. Moi j'en ai repéré quelques-uns assez intéressants, peut-être qu'on en parlera à un moment ou à un autre. Je vous laisse là parce qu'il faut que je retourne travailler et voilà, lisez, hein. Lisez Les Grandes Oubliées, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai adoré. On va faire un petit point lecture à côté de ces deux chats qui ont froid parce qu'il fait un peu froid dehors et la maison a du mal à se réchauffer. Donc j'aurais mis une petite couverture dessus, ils sont trop mignons. Donc j'avance dans Les Piliers de la Terre, dans les nouvelles d'Anna Gavalda et je vais vous parler des livres que j'ai lus. Alors, j'ai lu Shutter Island. Est-ce que je vous en ai parlé déjà? Non. Shutter Island de Denis Lehane, adapté par Christian Demeter chez Rivage Casterman. Superbe BD qui date d'il y a un petit moment déjà, 2009. Il a eu le prix des libraires. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma pile à lire, je l'avais jamais lu. Après j'ai vu le film plusieurs fois, donc je connaissais l'histoire et c'est ce que je regrette dans la lecture de cette BD, c'est que connaissant déjà l'histoire, c'est un peu dommage quoi. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la lire et à regarder ces dessins que j'ai trouvé assez extraordinaires, des aquarelles en sépia là. Superbe. Vraiment, c'était vraiment très très chouette. L'histoire, c'est celui d'un inspecteur. Dans les années 50, au large de Boston, l'îlot de Shutter Island abrite un hôpital psychiatrique où sont internés des criminels.
On voit, ça commence sur le ferry qui les amène sur l'île. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall. Et il y a une des patientes de l'hôpital qui s'est échappée. Ils viennent en fait pour la rechercher, aider dans la recherche et puis enquêter. Et ça dérape. Et je ne dirai pas plus. Mais c'est génial, si vous ne connaissez pas, allez-y. J'ai pas lu le roman, je pense pas que je le lirai, parce que voilà. Mais j'étais contente de retourner quand même dans cette histoire. Et si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le regarder avec Leonardo DiCaprio. C'est une pépite. J'ai fini la saga des Casalets et j'ai fini la saga des Casalets. Je dis 2 fois la même phrase, mais ça ne veut pas dire la même chose. J'ai fini le tome 5, donc ça c'est le dernier tome de la saga. La fin d'une ère de Elizabeth Jane Howard, ici aux éditions de la Table Ronde. Et écoutez, c'était vachement bien. Je garderai vraiment un souvenir ému de cette saga historique et familiale qui commence au milieu... Attends, ça commence un peu avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, genre sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on est à Londres. Et on est surtout dans des petits villages. On est à Home Place au départ, donc qui est une maison de famille où vivent la Duche et le Brig, qui est un couple âgé qui a eu 3 garçons et une fille. Et on va suivre en fait les différents personnages avec leur mari, avec leurs enfants. Et pendant, là je crois que ça s'arrête aux années 50. On les suit pendant presque une vingtaine d'années sur leur vie. Et leurs évolutions, le passage de la guerre sur leurs choix familiaux, tout ça. C'est super chouette, on s'attache beaucoup aux personnages. Il y a vraiment une empreinte historique assez forte. Si vous aimez ça, ça vous plaira. Et il y a, je trouve que c'est très bien écrit, très bien traduit. Qu'est-ce qui traduit? Ce serait bien de le dire. Cécile Arnaud. Et je trouve que c'est très bien traduit et c'est très passionnant. On rentre vite dans l'histoire. Le premier tome est un peu difficile à lire dans le sens où il y a un comment ça s'appelle, je sais jamais, un arbre généalogique assez important. Je vais essayer de vous montrer. Alors là, c'est le dernier, donc on a vraiment les petits-enfants. Donc l'arbre généalogique est assez important et au début, il faut se caler pour comprendre qui est le mari de qui est l'épouse, qui est la fille. Voilà. Et très sympa. J'ai beaucoup aimé ce tome 5. Au début, j'étais un petit peu réticente. Je me suis dit, oui, elle surfe un peu sur la vague de ce qu'elle a déjà fait avant. Mais finalement, elle boucle correctement l'histoire. Et j'ai été touchée à 2 moments. J'ai été touchée quand la compagne de Rachel... voilà, Rachel est la fille de la Brigue et le Duche. Et elle est lesbienne. Elle met beaucoup de temps à l'admettre et notamment à avoir des relations physiques avec sa compagne. Et à la mort du Brig et de la Duche, elle peut enfin vivre libre sa relation avec Sid. Mais malheureusement, Sid va tomber malade et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée l'histoire de Rachel. Et d'ailleurs, c'est elle qui termine le roman. Et c'est extrêmement touchant parce qu'elle a toujours été à Home Place dans cette maison familiale. Et ce qui se clôt, la première scène du premier volume commence à Home Place et la dernière également. Et ce qui est en train de se mettre en place et de se terminer est assez touchant pour la famille. Et l'autre scène qui m'a touchée également, c'est la dernière scène, pour ceux qui l'ont lu, quand Clary parle ouvertement dans cette famille qui a quand même beaucoup de secrets et de non-dits. Ça m'a vraiment touchée en plein cœur, surtout que Clarisse, c'est un de mes personnages préférés. C'est la fille de Hugh, c'est ça, hein, de Rupert. Vous voyez, encore, j'ai du mal avec les noms. C'est la fille de Rupert. Et Clary, en fait, elle est loin d'être
Une jeune fille à l'image des jeunes filles de l'époque. C'est une écrivaine. C'est une libre penseuse qui remet beaucoup en question. Je me suis pas mal retrouvée dans ses caractéristiques. Elle m'a beaucoup touchée. Ainsi que Archie aussi, qui est son mari. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc, je me suis attachée au personnage. J'étais contente de terminer parce que c'est vrai que ce sont des sagas qui sont longues. Mais aussi un petit peu triste de les laisser. Donc, je vous la conseille. Elle est vraiment chouette à découvrir. Et elle est pas... Il n'y a pas de scène olé olé. Ça reste soft. Ça reste intéressant d'un point de vue historique. Et c'est pas que une saga familiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis j'ai fini Eden de Audur Ava Ólafsdóttir, ici aux éditions Zulma. Cette couverture me plaît beaucoup. Alors, elle est islandaise, Audur Ava Ólafsdóttir. Eden est son dernier roman qui est paru à la rentrée littéraire 2023. Moi j'avais lu Miss Island d'elle et je pense qu'on peut dire que ce n'est pas terminé entre elle et moi parce que j'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup sa plume. Celui-ci, il n'est pas bien noté sur Livradicte et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une tranche de vie d'une jeune femme qui s'appelle Alba, qui, je dirais, a la trentaine, quelque chose comme ça. Elle vit au départ à Reykjavik, pas loin de son père et de sa sœur. Et en fait, elle décide de... Voilà, alors je continue. Elle est linguiste et elle a vraiment une réputation de linguiste et de traductrice qui la précède et donc elle a une certaine renommée. Et il va se passer quelque chose qu'on comprend petit à petit dans la maison d'édition qui lui donne à traduire et à relire des choses. Il se passe quelque chose qui va la perturber et qui va être une remise en question de son chemin de vie. Donc elle décide en fait d'aller vivre dans une sorte de ferme un peu à l'abandon et de faire du jardinage. de faire du jardinage. Il n'y a pas que ça, elle se pose des questions sur le sens des mots. Alors il y a beaucoup de réflexions sur le sens de la langue. Sur les raccourcis qui peuvent être faits dans cette langue islandaise qui doit être assez impressionnante. J'ai trouvé ça passionnant. Il y a aussi beaucoup de réflexions sur les changements climatiques, l'écologie. Est-ce qu'on peut encore penser pouvoir construire une sorte de jardin d'Éden dans un monde qui périclite d'un point de vue environnemental? Il y a aussi beaucoup de relations, il y a des relations aussi assez fortes parce qu'on parle de réfugiés qui viennent à Reykjavik et elle, en fait, elle va de façon bénévole leur donner des cours, leur apprendre à écrire. Elle va aussi prendre sous son aile un jeune garçon, un jeune adolescent, je dirais 15-16 ans, qui va venir de temps en temps l'aider dans la maison. Et il va y avoir une relation assez forte qui va se créer entre eux. On la voit dans sa relation avec ses nouveaux voisins, les personnes qui vivent dans le village pas loin, vraiment les gens, les artisans, les personnes qui font vivre les villages. Voilà, elle a une sorte de notoriété qu'elle ne renie pas, mais elle voudrait pouvoir se libérer de ce qu'elle faisait avant, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui lui a posé problème. Et si vous voulez savoir, il faut lire le roman, on l'apprend plutôt vers la fin. Et voilà, elle tente d'apprivoiser son jardin d'Éden. Et ode au pouvoir infini des mots, Eden explore notre faculté à déjouer les paradoxes de l'existence, à nous réinventer, un régal d'humour et d'humanité. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très touchant, j'aime beaucoup la façon dont elle écrit. Il n'y a rien qui vraiment est foufou dans les parties pris scénaristiques, mais l'écriture, moi je me délecte et la traduction est vraiment superbe de Éric Bourri, donc je salue la traduction. C'est vraiment chouette. Alors moi j'ai très envie de me procurer maintenant Or, alors je sais pas comment ça se prononce, Or, ça s'écrit Or avec un tréma. J'ai très envie de me procurer celui-ci qui est dans la wishlist depuis un moment. Et de continuer à lire, parce qu'en fait, elle a écrit beaucoup de choses. Elle a vraiment écrit beaucoup de choses.
Donc j'ai envie d'aller voir ce qu'elle a écrit d'autre. Oui, c'est ça. À un moment, ils disent un nouveau roman d'Odurava Olas de Tir, c'est comme avoir rendez-vous avec une amie, de ces amies merveilleuses que l'on retrouve à chaque fois, comme si on l'avait quitté la veille. Il y a un peu de ça, cette lecture où on se sent bien, les pages s'écoulent, on est bien, on réfléchit avec elle, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Et j'aime bien la façon dont elle partage ses idées, ses convictions. C'est superbe, la dernière scène est assez splendide. Voilà, je peux que vous conseiller. Je comprends pas pourquoi il a été mal noté. Donc c'est peut-être que la trame, je vous dis, la trame est un petit peu légère, mais en même temps, on lit pas forcément des histoires juste pour avoir des aventures ou des choses qui se passent. On lit aussi pour réfléchir. Et ce texte-là fait réfléchir. Donc moi, j'aime beaucoup. Voilà ce que j'ai lu dernièrement. Donc je vais vous laisser là. Moi, je vais retourner à mon travail. Et je pense clore cette vidéo vendredi et faire le montage dans la foulée. Donc on va voir ce que j'arrive à lire d'ici là. J'ai des petits romans que j'aimerais lire. Donc ça passera peut-être. Comme j'ai fini ces romans-là, je vais vous montrer ce que je veux lire. Alors ça, je pense que je ne l'aurai pas terminé. Je vais commencer Amande de Won Pyun-son chez PKJ, qui est dans mon Shiny Spring Challenge. Voilà. Je vais aussi essayer de lire La Reine des Neiges. Donc celui-là, je pense que je vais pouvoir vous en parler vendredi. Et puis, terminer le tome 2 des Amants Sacrifiés. J'aurai peut-être lu d'ici là d'autres graphiques. Et peut-être que j'aurai terminé ce recueil de nouvelles. À voir. On verra bien, de toute façon, c'est tout, il n'y a pas de... Je crois que c'est la semaine prochaine qu'on fait une semaine à 1000. Oui, c'est la semaine prochaine qu'on fait une semaine à 1000, donc ce sera une semaine un peu de challenge, on va dire. Mais voilà, d'ici là, je vais essayer de finir mes lectures. J'avance, c'est pas... C'est comment on dit ? Le découpage que j'ai fait des Piliers de la Terre est assez dense, mais il y a à peu près une 50aine de pages par jour. Mais ça va, ça devrait le faire. Il y a des jours où il y en a plus ou moins. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal écrit. Je me demande, voilà, il met son univers, son histoire en place petit à petit, en nous présentant ces personnages petit à petit dans leur contexte. Il va vraiment dans les détails de savoir ce qu'ils pensent, à quel moment de leur vie ils sont, ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. On suit plusieurs personnages. On suit William, qui est un bâtisseur de cathédrale, notamment. Il est très doué. On le suit avec sa femme et ses 2 enfants. Sa femme est enceinte. On suit en parallèle... Alors dans la scène initiale, la scène initiale est assez forte parce que c'est une scène de pendaison, je crois que je vous en ai parlé. Et en fait, à la fin de cette scène de pendaison, il y a une jeune femme qui est un personnage que l'on retrouve ensuite, qui est, on va dire, il semble que ce soit l'amoureuse de celui qui est pendu et qui va une sorte de sorcière qui jetterait un sort aux personnes qui ont pendu son homme. Et on va la retrouver plus tard avec un jeune garçon. On retrouve également, on va suivre Philippe, qui est un moine qui en fait est très droit dans ses bottes, très... voilà, qui est assez pur, qui a été élevé depuis enfant, en fait, dans un monastère, qui est devenu moine parce que ça s'est imposé à lui, mais parce qu'aussi il a des grandes convictions, et voilà. Et en fait, on va le suivre parce qu'il a un frère qui, lui, est sorti de l'ordre et qui va revenir le voir, mais qui lui fait part d'un complot sous-jacent pour le roi et pour parce qu'en fait le roi est mort, et en fait la personne qui va être mise au pouvoir, il y a un complot contre cette personne alors que cette personne défend l'église.
Et voilà, donc il y a une histoire de complot politique et ecclésiastique dans cette histoire-là. Et on vient juste là de rencontrer un autre personnage assez exécrable qui est un jeune homme qui a été conduit par une jeune fille de bonne famille, entre guillemets, et qui par la force des choses est un peu mélangé en fait il cherche des informations par rapport à ce complot, informations qui pourraient lui permettre peut-être de forcer cette jeune femme qui l'a conduit à se marier avec lui. Et il est atroce. Je sens qu'on va pas l'aimer. Hein. Comment il s'appelle ? William. Et l'autre de la scène initiale, c'est Tom. Je me suis trompée. J'ai du mal avec les prénoms. Le bâtisseur, c'est Tom. Et William, c'est le personnage exécrable. Je viens de lire un passage sur lui. Et voilà, donc on avance petit à petit. Chaque chapitre, on est au chapitre... là, moi, j'en suis au chapitre 10. J'ai lu la moitié de la partie d'aujourd'hui. J'ai eu une demi-heure. Et voilà, donc là, il faut que j'aille bosser. Mais ça me plaît bien, hein, franchement. L'histoire se met bien en place. On va voir ce que ça va donner. Hein. Par contre, j'ai dans ma tête tout le temps... Il est venu le temps des cathédrales. Quand je lis ce livre. C'est terrible. J'ai ça dans ma tête tout le temps. Il va falloir que ça cesse parce que c'est pas sain, quoi. Bon, allez, là-dessus, je vous laisse. Un petit coucou sur la chaîne lecture parce qu'on est jeudi. Je vais clore demain, je vous dirai ce que j'ai lu. Il n'y aura pas grand chose de plus, je pense, mais c'est pas grave. Je vais clore demain. Je suis pas sûre. Ou dimanche, parce que après j'enchaîne avec une semaine à 1000. Non, je vais clore dimanche, donc du coup ça me laisse le temps de vous faire tranquillou. Il n'y a pas de... Voilà. Bref, je vous prends pas pour vous raconter ça qui ne sert à rien. Je vous prends parce que j'ai lu 5 livres et que je vais piocher mon 10e livre et que j'aime bien le faire avec vous, comme ça m'oblige. Alors, juste la règle est celle que je souhaite, c'est-à-dire que si le livre est trop conséquent, je le mets pas, je le prends pas. Parce que là, par exemple, sur le mois de mars, j'ai prévu, on est sur les pieds de la terre qui me prend vraiment beaucoup de temps de lecture. Et après, je veux lire Alice. Donc, c'est 2 gros romans. Je peux pas en caler d'autres vu le temps. Voilà, on peut pas lire tout ce qu'on veut. Donc, en termes de gros romans, j'en ai déjà 2 prévus, donc non. Sauf s'il est disponible en audio. Parce que là, je suis en train de lire Un palais d'épines et de roses et j'en suis à peu près à la moitié. Donc, le premier volume d'Akotard de Sarah J. Maas. J'aime bien d'ailleurs. On sent là qu'il y a... Voilà, il y a un truc qui est en train de se passer qui émoustille. On est d'accord qu'il y a écrit érotisme sur les hashtags Livre Addict. D'ailleurs, vous avez vu que sur un Livre Addict, ils mettent des hashtags en plus. C'est depuis peu, en fait. Et c'est pas mal, je trouve, parce que je trouvais que c'était assez limité en termes de mots-clés et de catégories. Moi qui suis documentaliste, je me suis toujours dit, mais non. Non, c'est pas suffisant, les gars. Donc là, je trouve ça pas mal parce que du coup, comme on peut cliquer dessus, on peut aller chercher dans le même genre, dans le même thème, sur des petits sujets, justement. Voilà. Et ils enrichissent petit à petit et je trouve ça bien. Et voilà, ça m'intéresse en tout cas. Voilà. Je vais retourner la caméra, on va faire ça ensemble. Donc ça, c'est mon fichier de suivi. Et voilà, donc là, j'ai dit que je piochais un ici. Parce que regardez, par exemple, là, sur la pioche précédente, c'était « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Je suis encore en train de le lire. Donc, je préfère le piocher à l'avance pour pouvoir réussir à le caler dans mon planning de lecture. Oui, c'est un truc un peu de fou, hein, on est d'accord. Donc là, on a mes lectures en cours. Celui-là, j'ai toujours pas commencé parce que les pieds de la terre me prennent beaucoup de temps. Donc, j'espère qu'il va pas devoir... attendre un peu, on va voir. Alors, dans ma pile à lire, c'est ici. Attention. Ah, ben super. Alors, attendez, je regarde juste.
parce que je crois qu'il est disponible en audio, mais trop bien. Ok, c'est bon, c'est celui-là que je lirai après. Oui, il est disponible en audiobook, on le voit ici. Donc c'est cool, je vais pouvoir le lire. C'est ok. Donc je vais finir le premier volume de d'Acotar et j'enchaînerai avec Le Cercle de Bernard Minier. Et je sais pas si j'aurai fini Acotar. En fait le truc c'est que j'ai une séance de teinture là aujourd'hui et cet après-midi je dois faire des nanomarqueurs, donc je pense que je vais dégommer mon livre audio. À voir, je vous dirai, je vous tiendrai au courant fin de semaine, puisque du coup on se retrouvera samedi ou dimanche je pense pour clore, pour vous dire un petit peu où j'en suis de mes lectures. Est-ce que je finis cette vidéo en pyjama un dimanche matin? Oui. Vous m'en voudrez pas. Voilà, j'ai envie de clore là. Bon, ça va, vous voyez pas de détails, excepté que mon pyjama a des petits cœurs. Voilà, hein, on s'en fiche en fait, hein, on va parler de lecture. Donc, faites abstraction de l'apparence pour parler des livres. On est dimanche matin, j'ai lu pas mal de trucs en fait. J'ai lu pas mal de trucs, je pensais venir vous dire, j'ai fini un ou deux livres, j'ai fini tout ça. Ok, dans pas d'ordre, si on se fait un petit ordre chronologique de ceux que j'ai terminés. Alors, on va le prendre dans ce sens-là, ce sera plus logique. J'ai lu ce duo de BD qui était dans ma pile à lire, que j'avais déjà lu il y a des dizaines d'années, que j'avais acheté, si mes souvenirs sont bons, quand on était dans notre ancien appartement. Et j'étais tombée dessus, je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Et voilà, donc c'est une duologie, ça s'appelle Où le regard ne porte pas, chez Dargaud. C'est une BD franchement sympa. Par contre, c'est qui l'a écrite? Il n'y a pas les noms des... Alors, attendez. Scénario, Georges Aboline et Olivier Pont. Dessin, Olivier Pont. Couleur, Jean-Jacques Chagnot. Ça date de quand? 2004. Je vous montre un peu le style de dessin. Les dessins sont chouettes, je trouve. On a un style un peu jeunesse, je dirais. Mais ce n'est pas jeunesse. Parce que y a des scènes un peu olé olé. C'est l'histoire... alors ça se passe, je dirais, dans les années... Ouais, c'est ça. Début 20e, 1906. William a 10 ans lorsque sa famille quitte Londres pour Bariito, donc en Italie. Un tout petit village dans lequel, en fait, ils reviennent. Sa mère est originaire du lieu.
Et ils arrivent là, le père est un peu audacieux, il pense que tout va bien se passer, alors que dans le village italien, les familles ne voient pas leur arrivée d'un bon œil, surtout qu'en plus il va vouloir se mettre à la pêche, et avec la pêche à gros moyens, avec un gros bateau à vapeur, et les autres avec leur petite barque vont vraiment mal le prendre. Dans cet environnement un peu tendu, on suit William, qui va être accompagné très rapidement de la jeune Lisa, qui elle aussi est arrivée avec son père il y a quelques années, 5-6 ans, qui commençait à se faire accepter parce qu'il venait déjà, je crois, d'un autre village d'Italie. Et donc en fait, ils vont se lier d'amitié avec aussi 2 autres jeunes garçons qui s'appellent Nino et Paolo. Et donc on les voit dans leur enfance, dans ce premier tome, pendant un été. Donc William découvre le village, découvre les tensions dans le village, voilà, leurs parents deviennent amis aussi, et il va se passer un drame. Et ensuite, on va avoir ce second tome quand les personnages sont adultes. Il y a une petite trame fantastique qui devient beaucoup plus importante dans le second tome, à laquelle il faut adhérer pour pouvoir bien aimer. Moi, j'ai laissé de côté toutes mes convictions pour pouvoir vraiment me laisser porter. Je me suis laissée porter dans cette histoire. Et je me suis souvenue de l'avoir lu et aimé. Donc cette BD va rester dans ma bibliothèque et je l'aime bien, je l'aime bien. Je la ferai lire à mes garçons. Simon, je pense, pourra la lire prochainement. Et ce sera plutôt chouette, je pense. Il va faire une chouette découverte. Voilà, donc si vous la connaissez pas et que vous la voyez par exemple en bibliothèque, elle est plus éditée, mais elle est vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu le second tome des Amants sacrifiés de Masasumi Kakizaki. Donc pareil, une duologie que je termine. J'ai vraiment préféré ce second tome. Donc on est dans la Seconde Guerre mondiale. On est avec un homme, son mari, le mari de cette femme-là, est accusé de traîtrise envers son pays, et en fait il dénonce des crimes qui ont été faits par son pays en Mandchourie, et il prend des risques et il emmène sa femme dans cette vie risquée. Donc dans le premier tome, en fait, il faisait les choses derrière son dos. Dans ce second tome, ils vont un peu plus s'épauler. Moi, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était pas mal. En revanche, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que finalement, elle était vraiment suiveuse, quoi. Son rôle à elle, c'est elle va, malgré ses propres convictions, elle va l'aider tout en subissant ses choix. Et ça m'a gênée d'un point de vue un peu image de la femme à cette époque. Ça m'a un peu gavée. Même si je trouve que le manga est bien construit, c'est loin d'être un coup de cœur pour moi, parce que j'ai trouvé que la relation n'était pas très saine, la relation amoureuse entre deux. Et ça m'a un petit peu gênée à la lecture. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous avez un avis là-dessus, peut-être c'est représentatif d'une certaine société de l'époque, mais comme c'était mis très en avant, ça m'a gênée. Donc je pense pas que je garderai ce manga dans ma bibliothèque. Je le ferai peut-être lire un de mes enfants avant de m'en séparer, mais moyennement, quoi. Ensuite, j'ai lu La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. C'est le nom, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les consonances comme ça à les dire. Donc là, on est dans une édition genre collège, vous voyez, chez Magnard. Et je la connaissais pas, je connaissais pas ce conte, et j'ai beaucoup aimé ce conte qui est pour moi, certainement s'appelle La Reine des Neiges, mais le personnage principal on le voit quasiment pas. On voit surtout 2 jeunes enfants. En fait ça se coupe en plusieurs histoires. Donc on a la première histoire qui est l'histoire d'un miroir que le diable a créé, et ce miroir va se briser et va être répandu sur le monde. Ce miroir reflète l'âme, les mauvaises choses de l'âme, les mauvais sentiments, tout ça. Donc c'est vraiment
la méchanceté à l'état pur, l'enfermement, voilà, tout ça. La seconde histoire présente les deux jeunes enfants qui sont amis de longue date, on les voit enfants, et le jeune garçon va malheureusement prendre une poussière de ce miroir dans l'œil et va changer de vision du monde, et il va être enlevé par la Reine des Neiges. Ensuite, la troisième histoire qui est autre chose, c'est le parcours de Gerda qui commence pour pouvoir aller sauver en fait Kay, qu'elle pense mort, qu'elle pense voilà, et en fait elle va se rendre compte qu'il n'est pas mort avec l'aide des animaux, c'est les animaux et les fleurs qui lui disent qu'il n'est pas mort. Elle va partir en fait sur un fleuve un peu dangereux, puis elle va faire vraiment un parcours initiatique. Elle va vivre une situation très dangereuse auprès d'une sorcière qui lui fait oublier aussi sa quête. Mais elle va être sauvée par un parterre de fleurs. Je trouve ça trop bien. Et ensuite, elle va penser retrouver Kay quelque part, mais en fait il n'y est pas, elle le confond, et ensuite petit à petit elle s'avance et elle progresse dans sa quête. Elle se remet en question, ce qu'elle pense de sa relation avec Kay, ce qu'elle souhaite faire, pourquoi est-ce qu'elle y va, pourquoi elle risque sa vie. Donc c'est vraiment un parcours initiatique, et ensuite elle y arrive, elle y arrive là-bas, et on voit comment elle sauve Kay, mais ça, si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous le dire. J'ai trouvé que c'était un conte très intéressant. J'en avais pas du tout j'avais pas du tout la référence, j'avais pas la ref. Donc maintenant j'ai la ref. Et voilà, donc la référence, c'est pas le Disney. Lisez ce conte si vous voulez savoir. On en est très loin, on en est quand même très très loin. Voilà, il n'y a pas de sœur à la Reine des Neiges, mais il y a un personnage féminin qui va tenter de sauver un personnage masculin dont elle pourrait s'éprendre, parce que vraiment c'est une amitié très forte. Donc une sorte d'histoire d'amour potentielle, qui est très charmante. J'ai trouvé que c'était frais, et voilà, ça m'a bien plu. Il y a un côté un peu gothique aussi, froid comme ça, qui est bien retranscrit dans le conte, donc je vous conseille. C'est sympa de découvrir des contes à tout âge. Encore, je suis dans les contes, vous savez. Donc j'ai écouté ce roman que j'ai acheté du coup là, relié, et parce que en l'écoutant je me suis dit oui, ça me plaît bien. C'est un roman young adulte qui est une réécriture de La Belle et la Bête, très éloigné, hein, on est quand même très éloigné. On parle d'une jeune femme, Feyre. En fait, quand elles le disent à l'oral, c'est Feyra, je crois, c'est ça. Et Feyra, elle a perdu sa mère, elle vit avec son père qui survit, mais vraiment en faisant pas grand chose. Il a un peu baissé les bras. Ils vivent de façon très difficile dans des conditions de vie dans le monde des humains qui sont pas évidentes, parce qu'il faut chasser, il faut cultiver pour pouvoir manger. Donc chaque jour la nourriture est à gagner, et c'est Feyra qui va en fait, dès qu'elle a 14 ans, aller chasser, alors qu'elle ne souhaite pas le faire, mais elle se rend compte que l'urgence est là et que personne de sa famille ne l'aide, ni son père, ni ses deux sœurs, et donc elle va en fait subvenir aux besoins de sa famille. Elle va devenir habile à la chasse, et un jour où elle doit aller chasser pour sa famille, elle se retrouve face à un grand loup, une grande bête. En fait, elle ne sait pas si c'est ce qu'on appelle un immortel ou non, parce qu'ils peuvent prendre différents aspects, et face au danger, elle se trouve obligée de le tuer, pensant tuer une énorme bête, et finalement elle a tué un immortel, et ça va lui retomber dessus, puisque un autre immortel vient dans sa maison et lui demande sa vie contre celle de la personne qu'elle a tuée, de ce grand faé qu'elle a tué. Et donc elle se retrouve à aller dans le monde, comment ça s'appelle ?
à Pritian, dans le monde des Fae, en fait, alors qu'elle est humaine. Elle est emportée par Tamlin, qui concrètement, elle ne le sait pas, est un des plus grands puissants seigneurs des Fae. Et elle va vivre chez lui. Elle pense être sa prisonnière, sa servante, tout ça, mais en fait non, il l'invite à vivre à ses côtés en restant humaine. Et elle va comprendre petit à petit comment cette société est faite. Il y a une malédiction sur cette société, sur cette sur ce pays en fait de Pritian. Il y a une malédiction qui ronge toute la communauté des Fae, et elle va comprendre petit à petit ce qu'il en est, et elle va vite comprendre qu'elle a un rôle à jouer. Si vous connaissez le conte de La Belle et la Bête, cette malédiction, vous la connaissez, et voilà, donc on va suivre ce personnage. L'histoire, il y a une histoire d'amour, alors c'est tagué, juste pour vous dire les trigger warnings, entre guillemets, c'est tagué érotisme, mais je trouve que les scènes, moi j'avais peur parce qu'on m'a dit, Sarah J. Maas, les scènes en fait, les scènes un peu de sexe sont vraiment très précises, très développées, tout ça. J'ai pas trouvé que c'était incroyable. Enfin, j'ai lu d'autres choses dans des romances qui étaient vraiment genre sur plusieurs pages, un chapitre entier sur le sujet. Là, c'est pas le cas. On sent, après moi je l'ai écouté, donc c'était lu avec, je trouve, quand même une certaine retenue. Je trouve que c'était très bien lu, d'ailleurs je vous mettrai le nom de la personne qui lisait. Je trouve que c'était bien lu, et que ça faisait que cette relation amoureuse et sexuelle était logique, parce que ça arrive tout doucement, c'est ce qu'on appelle un peu une sorte de slow burn. C'est vraiment, les protagonistes commencent à s'aimer et se désirer de façon lente, et on le comprend, c'est-à-dire que l'évolution de leur relation se fait de façon logique. Ça m'a pas choquée, j'ai trouvé que c'était bien amené. Donc pour moi, c'est vraiment bien écrit. Je trouve qu'en roman young adulte, en réécriture de contes, c'est très bien réussi. C'est pas une plume de fou, hein, mais elle est hyper efficace et très agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écouter, et je pense que je vais écouter la suite. Après, j'ai toujours peur que ça me plaise pas, parce que à la fin du premier, on clôt quand même quelque chose. Il y a une sorte de malédiction qui est à nouveau présente, avec d'autres personnages, tout ça. Il y a, alors juste pour vous dire, il y a une sorte de partie un peu Hunger Games que j'ai trouvé vraiment chouette, où le personnage principal n'est pas... donc c'est une femme qui est loin d'être bête. En revanche, elle ne sait pas lire, et parce qu'on n'a jamais pris la peine de lui apprendre. Et donc elle se retrouve dans des positions où son manque de culture la met en défaut. Et donc c'est pas si simple pour elle, les épreuves. C'est pas genre, ah oui, la première épreuve, ok, c'est très dur. Et en fait, non, si elle s'en sort, c'est pas facile, quoi. C'est vraiment difficile pour elle, et je trouve que c'est bien amené, c'est-à-dire que c'est pas gnangnan, quoi. Je trouve que c'est logique, c'est bien fait, les personnages sont très attachants. Ça m'a bien plu, voilà. C'était vraiment une belle découverte. Après, je vous dis, ça, c'est pas non plus le livre de l'année, mais j'ai trouvé que sur le sujet de la réécriture de contes, il était vraiment très bien. Donc, je vous le conseille si vous l'avez jamais lu. Moi, je vais lire la suite. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Un palais de colère et de brume. Donc, il y a 4 tomes. Et en fait, il y a un tome 3,5. Et ça, c'est ce genre de truc, ça m'énerve. Il y a 4 tomes. Tome 3,5, d'accord. Bon, après, je suis pas sûre que ça me lasse pas, en fait. Donc, pour le moment, je continuerai. Bon, pas tout de suite, mais je continuerai. 8 monologues de femmes de Barzou Abdurazokov, qui est du Tadjikistan, qui est un petit recueil de monologues... comment on va dire, j'ai un petit peu... donc on en a lu une chaque jour en lecture commune. C'est un recueil de voix féminines de femmes du Tadjikistan. En revanche,
on n'a aucun contexte historique ou géopolitique de ces monologues. Ce sont des femmes qui parlent à chaque fois à la première personne et qui sont à un moment de leur vie, qui expliquent leur vie ou qui nous parlent de leur vie. On aborde des sujets un petit peu variés, comme le fait de vieillir, le fait d'être enceinte, avec ou contre sa volonté, le fait d'être cocu, le fait de vieillir et il y en a une en fait, elle désire un de ses étudiants qui est beaucoup plus jeune. On parle d'avortement, de viol. J'ai noté des hashtags parce que on parle beaucoup de la résilience des femmes et du fait de réussir à se relever de toutes les épreuves. On parle d'amour déraisonné. Là, c'est ce que j'ai noté. Il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée parfois. Il y a un portrait que j'ai trouvé assez fort et qui a résonné en moi. C'est l'histoire de cette femme qui travaille à la place, en fait, qui travaille et qui en fait est à un poste très haut placé et qui du coup a très peu de temps pour habiter et vivre avec ses enfants, avec son mari. Son mari va la délaisser. Elle a tellement de pouvoir qu'elle va attenter à la vie de cette femme beaucoup plus jeune qui va tomber amoureuse de son mari. Bref, et en fait, elle a une mainmise sur sa vie, sur sa famille, qui ne donne de chance à aucun autre. Et j'ai trouvé que c'était en quelques pages très bien transcrit. Là, il y a écrit « En travaillant le jour et la nuit, j'ai perdu le goût de l'existence. J'ai oublié ce que c'est d'être une femme, un être humain, tout simplement. » Il y a des moments que j'ai trouvé très beaux. Et il y a des moments où j'ai pas trop compris parce qu'il y a certains portraits de femmes qui m'ont un peu déplu. Il y a deux portraits de femmes qui m'ont un peu déplu. Il y avait un peu celle qui vraiment a subi des choses atroces de viol par plusieurs personnes, qui a fini vraiment, qui a perdu toute sa vie, tout repère, qui part pour essayer de se relever et qui dans la foi va réussir à se relever. Voilà, et cette partie-là, j'ai pas trop compris pourquoi il avait écrit ça. Pour moi, c'est un constat tragique des viols à répétition. Et cette femme qui s'en sort par la foi, ça me laisse un message auquel j'adhère pas du tout. Et du coup, c'est pas passé pour moi. Voilà, bref. Et donc ça, c'est après chacun ressent, parce que du coup, ce sont des portraits qui sont assez violents, donc chacun ressent avec son propre vécu ce que nous, on aurait pu penser. L'autre portrait qui ne m'a pas plu du tout, parce qu'il y en a deux en fait qui m'ont vraiment fait tiquer, c'est cette femme qui est enseignante et qui tombe sous le charme d'un de ses étudiants qu'elle trouve extrêmement énigmatique. Elle enseigne... elle enseigne quoi déjà? Attendez, hop. Elle enseigne l'histoire. Elle enseigne l'écologie. Elle doit être prof de SVT ou un truc comme ça. Elle a des propos sur l'environnement. Et en fait, ce gamin, en fait, ce jeune gamin, lui fait des remarques violentes et sur son enseignement. Remet en question tout son enseignement. Lui dit que c'est complètement inutile, tout ça. Et donc, elle l'exclut. Et elle va retomber sur lui. Et en fait, il va lui dire quelque chose... sur l'absurdité de l'enseignement alors qu'on est dans un monde qui décline totalement, et elle va être complètement elle va se pâmer devant lui, quoi. Elle perd totalement ses moyens et elle le laisse en fait déconstruire tout l'intérêt en fait de son enseignement de façon assez terrible. Et ça m'a choquée en fait, ça m'a choquée parce que voilà, elle me dit... Et elle dit en plus à la fin, difficile de dire ce qu'il y avait dans nos regards et ce qu'ils se disaient, mais une chose était sûre, j'avais en face de moi, adulte avant l'âge, insolent, vif, un homme.
Donc un homme, c'est quelqu'un qui remet en place et rabaisse une femme dans son travail et qui ne travaille pas lui-même, mais se permet en fait de faire des remarques à quelqu'un qui enseigne. Ça m'a choquée en fait, ça m'a choquée, mais en fait, alors plusieurs personnes ont dit que dans ces différents portraits, il y avait un côté un peu universel à ce recueil et que c'était vraiment la voix des femmes partout dans le monde face à leur violence, tout ça. Oui, mais j'ai trouvé ça assez bancal, moi, j'ai trouvé ça assez bancal. J'ai pas compris, comme c'était extrêmement court, les monologues font parfois 5-6 pages, c'était extrêmement court et j'ai pas compris en fait ce qu'il souhaitait dire dans ce recueil. Alors c'est un peu comme des nouvelles, hein, mais elles n'ont pas de sens les uns entre les autres. Et j'ai pas, pour moi, c'était trop court pour que ça prenne du sens. Donc c'est passé un peu à côté de moi, mais c'était pas forcément mal écrit, hein, c'était plutôt bien écrit, bien traduit. Mais je sais pas, j'ai pas compris la portée de ce recueil. Ça représente... voilà. En plus, il a essayé de faire un peu d'humour au début, dans les portraits de femmes qui trompent leur mari ou inversement. Ouais, oui, d'accord. Pourquoi ces portraits-là plutôt que d'autres? J'ai pas compris. Je passais un peu à côté de moi. D'autres ont beaucoup aimé, hein, des fois ça arrive, c'est comme ça. J'ai lu un recueil de nouvelles d'Anna Gavalda que j'avais depuis très longtemps. C'est un de mes 10e livres que j'ai pioché au hasard. D'ailleurs, vous avez vu, ce matin, au départ, j'ai pioché 1000 petits riens. C'est un gros roman de Jodi Picoult que j'ai très envie de lire, mais c'était pas possible, je pouvais pas le caler. Donc j'ai repioché. Par contre, j'ai bugué quand j'ai filmé. Pioché celui-ci. Donc que je vais lire prochainement. Je pense que je vais le lire après Amande, que je suis en train de lire là. C'est un roman qui fait moins de 200... Ah si, il fait un peu plus de 250 pages, mais c'est les éditions l'Iconoclaste, donc ça se lit assez vite. Voilà, donc je vais le lire. Je l'avais trouvé en ressourcerie, même pas je crois, en boîte à livres. Donc je vais le lire après. Je connais pas du tout et il me faisait de l'œil depuis longtemps. Voilà. Donc c'est cool. Donc celui-ci, ça a été un des 10e livres piochés. Entre temps, j'ai mis Le Cercle aussi dans mes oreilles, hein, puisque j'ai fini. Le Cercle, c'est un roman policier de Bernard Minier. De mettre celui-ci dans mes oreilles. D'ailleurs, il y a un marque-page, là, faut que je... Voilà, donc celui-là, j'ai commencé à l'écouter. C'est une brique, hein. Waouh, 780 pages ou plus. Bref, donc celui-ci, c'était celui qui était avant. C'est un recueil de nouvelles que j'ai lu petit à petit de Anna Gavalda. J'ai passé un moment de lecture plutôt agréable. C'est pas non plus transcendant, mais moi, l'écriture d'Anna Gavalda me porte à chaque fois. C'est bien dommage qu'elle écrive plus rien parce que je trouve que c'est bien écrit et c'est assez universel justement dans les histoires. Voilà, après j'en ai aimé certaines plus que d'autres. C'est pas... Il y a des histoires entre sœurs. Beaucoup d'histoires d'amour. Le sujet, c'est souvent les histoires d'amour. Mais bon, voilà, c'est pas... En regardant un petit peu, je pense que je me souviendrai peu de ces histoires, concrètement. Parce que déjà, si je devais vous en citer une qui m'a plus qu'une autre... moyen, j'ai pas... Voilà, j'en garderai pas un souvenir foufou, donc je pense que je vais pas le garder. Mais voilà, bon, Anna Gavalda, ça reste plaisant à lire, quoi. C'est vraiment... Là, c'était vraiment léger. Par contre, c'est pas du feel good, Anna Gavalda. Ça va un peu plus loin, c'est souvent de la critique. J'ai beaucoup aimé la dernière histoire, qui est l'histoire d'une jeune femme qui... Alors non, c'est pas une jeune femme, une femme dans la force de l'âge. J'aime pas trop cette expression, mais une femme dans la force de l'âge qui s'est mariée un peu par dépit. Son mari parle d'elle
comme si elle n'était pas là. Elle parle de... Parce qu'en fait, il sait qu'elle écrit, elle tente d'écrire, et un jour, elle envoie son manuscrit dans une maison d'édition. Elle pense... Enfin, ils lui répondent qu'ils veulent la rencontrer, donc elle est complètement ouf. Elle pense vraiment qu'elle va être retenue, mais finalement, c'est pas ce qui va se passer, et elle va très vite déchanter et retomber dans un quotidien qu'elle déteste. Donc c'est assez sombre, hein, généralement, ces histoires. Voilà, donc je trouve que elle arrive bien à se mettre à la place des personnages. Enfin, je trouve qu'elle écrit bien, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'elle ait arrêté. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, ces livres sont pas super bien notés sur Livre Addict. Voilà. Et pour terminer, 7, 8, 9, des liens du sang de Shuzo Oshimi. J'ai du mal avec les noms, j'ai du mal à les retenir. Et pourtant, je devrais les retenir parce que j'adore cette saga manga. Alors écoutez, je trouve que cette lecture des 3 là, il y a vraiment une transition dans l'histoire à ce moment-là. Donc c'est toujours cette histoire d'emprise psychologique d'une maman sur son fils, cette maman qui n'est pas bien d'un point de vue psychologique, elle n'est pas nette. Il se passe un truc... Alors, dans les premiers mangas, dans les premiers de la série, on voit souvent une scène avec un chat, issu de l'enfance de Seiko. Et voilà, donc là, il y a un truc par rapport à cette scène-là. Et c'est... voilà, donc il y a quelque chose qui se passe, on comprend l'articulation de l'enfance, l'emprise de cette mère qui n'est pas là juste là depuis qu'on connaît l'histoire et qu'on voit que Seizo, il a 14 ans, 15 ans, qu'il est en pleine découverte de son adolescence, de son corps, tout ça. Voilà, il se pose beaucoup de questions, il se remet beaucoup en question, mais il va commencer à comprendre. Je ne sais pas comment ça va évoluer, j'ai très envie de savoir la suite. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans la narration de cette intrigue, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on va rétrograder parce que là on est en train d'avancer? C'est toujours un peu, il fait toujours un peu ça. Donc jusqu'où on va pouvoir avoir le fin mot de l'histoire? J'ai envie de savoir. La façon dont il amène ça, c'est très très fort. Je trouve ça très fort. Et voilà. Donc c'est vraiment, vraiment super. C'est une saga manga que je trouve passionnante, très angoissante, mais en même temps, on a envie de dénouer cette histoire avec lui pour l'aider, quoi. Et quand l'auteur le fait un peu, là, on est là, oui, vas-y, explique-nous, parce que c'est pas possible ce qu'il vit, il faut qu'il s'en sorte. C'est génial, j'aime beaucoup. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que je suis en train de lire? Vous voulez savoir? Qu'est-ce que j'ai fait de mes livres? Je les ai mis où? J'arrive, ils sont là. Donc, je suis en train de lire Ken Follett qui avance. J'ai commencé enfin Amande. Le Ken Follett prend du temps de lecture, donc c'est pas forcément évident. Donc j'ai commencé Amande, voilà. On en parlera dans le prochain carnet de lecture. Et j'ai commencé également La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, qui est une réécriture, j'avais dit que c'était une réécriture de Blanche-Neige, pas du tout, c'est une réécriture de... la princesse là qui est endormie et qu'il faut aller réveiller, hein. Bref. La Belle au bois dormant. Mais en même temps, la Belle, quoi. La Belle au bois dormant. Donc, bah écoutez, c'est très beau, les dessins. Alors, c'est hyper gothique, hein, parce que les dessins sont... Regardez un peu ces dessins. Voilà. C'est très dark. Vous avez vu, là, elle a des têtes de mort sur son drap. Et c'est l'histoire d'une reine qui part sauver ce royaume endormi. Donc j'en suis un peu à la moitié, on verra. Voilà, on termine ce carnet de lecture ici. Ce rush est immense, c'est pas grave. Cette vidéo va être très longue. J'ai lu pas mal de choses en fait, finalement, même si j'ai l'impression d'avoir lu que les piliers de la terre. Mais non, ça va.
Je vais aller me préparer parce qu'on part chez mon beau-père pour une journée à la campagne et fêter des anniversaires, notamment celui de mon homme qui approche et celui de ma belle-sœur. Donc ça va être sympa. Hier soir, on a fait un peu la fête avec des amis, donc on est un peu dans le coltard. Mais ça va aller. C'est un week-end un peu festif. Et puis voilà, la semaine prochaine, là, dès lundi, je commence à tourner parce que c'est une semaine à 1000. Et de mon côté, je veux faire une semaine à 1000 en lisant, en me calant que sur mes pages de romans. Parce que je lis souvent 1000 pages par semaine, voire plus, parce que je lis pas mal de graphiques. Mais là, je veux voilà, faire que des romans, que de la lecture de romans, avancer au max sur les piliers de la Terre. Je ne l'aurai pas fini sur la semaine parce que il est quand même assez conséquent. Et que là, je dois lire jusque-là. Et normalement, on devrait arriver par là, quoi. Mais j'aurai pas terminé, donc je vous en parlerai dans un autre. Mais du coup, il va avancer dans cette semaine à 1000 et on va voir si ce que j'arrive à lire à côté, certainement finir Amande, peut-être lire celui-là, peut-être celui-là. Voilà, on en reparle la semaine prochaine. Voilà, donc je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que je sors quand même pas mal de vidéos. Comme ça, vous serez au courant. Et puis, si vous voulez me conseiller vos lectures en cours ou vos derniers coups de cœur, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. Allez, bye bye!